Chaque fois, on voit des nouvelles choses qui n'existaient pas sur 2 voyages avant, quoi. Il lui a massacré sa voiture à coups de clé. Effectivement, j'étais pas scolaire. Il y a des 2 fois 8 voies au milieu de Beijing et où il y a quasiment moins de bruit que dans une rue à Paris. C'est aberrant. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut réunir autant de gens qui viennent, qui payent pour voir des automobiles. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast à 300 à l'heure, le nouveau rendez-vous automobile qui permet de découvrir des personnalités du monde automobile, des personnalités qui aiment l'automobile et des professionnels du monde automobile. C'est un rendez-vous créé par Trajectoire Média, une régie automobile et un pure player automobile que vous retrouverez sur les plateformes Instagram, YouTube, Spotify. Un média fondé par Nicolas Berthier et Tristan de Céléran en 2023. N'hésitez pas, suivez-nous, commentez et donnez-nous les noms de vos personnalités préférées. Alors bienvenue dans ce nouvel épisode de A300 à l'heure et c'est avec plaisir que j'accueille le directeur marketing France de la marque XPeng, une marque ascendante, Thomas Rodier, dont nous allons découvrir le parcours. Bonjour Thomas. Bonjour, je suis ravi d'être là. Alors avant qu'on te présente, que l'on parle de ton parcours automobile, de cette marque XPeng aux multiples facettes et sa forte actualité, on a une première question. Est-ce que tu es plutôt à 300 à l'heure ou à 30 à l'heure ? En gros, est-ce que tu as plutôt 300 idées à la seconde ou tu prends du temps pour travailler ta stratégie marketing ? Alors c'est plutôt 300 à l'heure, hein, d'autant plus que je travaille pour une entreprise chinoise et c'est vrai que ce qu'on voit tout de suite dans les entreprises chinoises, c'est la vitesse à laquelle elles vont. À tout point de vue, dans la prise de décision, dans le développement. Et évidemment, moi, ça me correspond parfaitement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis vraiment comme un poisson dans l'eau chez XPeng. Et qui nous permet d'aller plus vite, de faire croître cette marque plus vite qu'on aurait pu le faire dans n'importe quelle autre entreprise. Alors on va en parler, effectivement. On a deux petites questions pour chauffer un peu le moteur là. Ouais. Pour commencer, XPeng finalement en 2 mots, c'est quoi ? C'est une voiture, un robot, un taxi-drone ou un logiciel ? On aime à dire qu'on est une boîte de tech, c'est un peu l'appellation générique, ce qui est une réalité parce qu'en fait on est animé par le code, hein. C'est comme ça qu'est né XPeng à travers son fondateur et Xiaopeng qui a donné son nom à cette entreprise. Mais c'est vrai qu'on fait pas que des voitures, on fait des voitures volantes, on fait des robots et le dénominateur commun à tout ça, c'est l'intelligence artificielle. Alors jusque-là, c'était des programmes, du software. Aujourd'hui, on a mis ce grand mot d'intelligence artificielle sur tout ce qui a été fait depuis des années en réalité pour rendre les voitures plus autonomes ou même totalement autonomes et également donner via des robots, permettre à des voitures de voler ou des aéronefs de se déplacer sans avoir besoin même de pilotes. Incroyable, justement, on va en reparler évidemment dans le détail, mais par rapport à ce que tu viens de dire, est-ce que l'automobile finalement c'était mieux hier ou alors ce sera vraiment fou demain avec une marque comme XPeng notamment ? C'était fou hier, mais c'était à un moment donné où effectivement il y avait sans doute une course à la puissance et des choses comme ça. Aujourd'hui on est dans une course à la puissance, mais à la puissance de calcul. Les utilisateurs, les clients qui viennent voir XPeng aujourd'hui viennent chercher de la puissance de calcul. Les voitures aujourd'hui, les voitures électriques sont pour la plupart relativement puissantes, permettent un démarrage plus rapide que n'importe quel hypercar pour un prix 10 fois inférieur. Et on va venir chercher la possibilité d'évoluer vers la conduite autonome puisque aujourd'hui, c'est évidemment très différent d'hier où on voyait des gens rouler à toute vitesse sur des trajets. Mais aujourd'hui, c'est plus possible. Aujourd'hui, on a plutôt tendance à conduire en bon père de famille et c'est relativement ennuyant, on ne va pas s'en cacher. Donc autant que la voiture puisse effectivement prendre pas mal de paramètres en considération, quoi. Bah, on voit qu'il y a des changements effectivement de comportement. Là aussi, on va y revenir parce que d'un point de vue marketing, c'est ton métier. Tu vas nous expliquer comment ça fonctionne. Alors, si on revient d'abord sur ton portrait, sur toi, sur la personnalité, quand on regarde LinkedIn, bon, tu as 48 ans, ouais. La force de l'âge, il y a marqué Ville d'Avray. Alors, est-ce que c'est ta ville d'adoption, ta ville d'origine ? Non, c'est la ville dans laquelle je vis et où on est très heureux. On a toujours rêvé d'être proche de la ville, mais aussi proche de la forêt. Et Ville d'Avray permet
permet ça. On est vraiment juste à côté de Paris et on a accès aux magnifiques étangs de Corot que je vous invite à venir visiter en famille. C'est très agréable. Donc on a eu cette chance de pouvoir s'éloigner un peu de la ville tout en restant proche de nos boulots, quoi. Ouais, donc tu es à 300 à l'heure, mais quand même un peu à 30 à l'heure finalement là-bas. En tout cas, le week-end, je suis plus à 30 à l'heure, ouais, pour récupérer de la semaine. Alors, tu as fait des études de commerce, tu dis être quelqu'un de pas très scolaire, en tout cas, c'est ce que j'ai pu voir, mais tu t'es rapidement finalement orienté vers le marketing opérationnel et vers l'automobile. Voilà, c'était un choix. C'était plus qu'un choix, c'était vraiment un rêve. Et quand j'ai commencé chez Volvo, j'étais plutôt dans une division engins de travaux publics, donc il y avait des roues, il y avait des volants, tout ça. Mais c'est vrai qu'on était dans quelque chose de très B2B, mais qui m'a donné l'opportunité de me développer en tant que chef de produit à l'époque. Et ensuite, plutôt product planning pour pouvoir comprendre un peu mieux comment est-ce qu'on proposait un produit sur le marché qui puisse correspondre à des besoins. Et ça a été fabuleux, surtout au sein du groupe Volvo, donc le vrai Volvo historique suédois, Volvo AB, sur le respect des valeurs de marque et sur lesquelles on dérogeait jamais. C'était extrêmement formateur de vivre ça. Mais c'est vrai que moi, ce qui m'a mis le pied à l'étrier, c'est l'alternance. Effectivement, j'étais pas scolaire et c'était plutôt difficile pour moi de rester assis à écouter quelqu'un m'expliquer des choses à l'époque sur des transparents. C'était extrêmement ennuyeux. Donc moi, j'ai tout de suite cherché auto direct en fait. Ouais. C'est rapidement. Mais en tout cas, ce qui m'a permis d'y arriver, c'est d'être sur le tas, quoi, d'apprendre sur le tas. Je pense que c'est de moins en moins le cas. Aujourd'hui, la plupart de mes collègues ont fait des grandes écoles de commerce. Mais moi, je suis très fier de ce parcours où j'ai réussi à me construire progressivement, peut-être plus lentement que des gens qui ont pu faire des écoles de commerce, mais j'ai l'impression d'être plus accompli, d'être plus abouti en tout cas dans ce que je suis capable de proposer aujourd'hui, et que Xpeng me laisse démontrer tous les jours dans une liberté absolue qui est aujourd'hui ma plus grande richesse, cette liberté qui nous est donnée à moi, à mon équipe, de pouvoir faire ce qu'on pense être la bonne chose à faire pour lancer une nouvelle marque sur le marché. Génial, mais du coup c'était quand même une passion à la base, l'automobile. C'était dans une famille de passionnés ou pas du tout? Mon père était quand même très très intéressé par les voitures. Il avait sa voiture de fonction qui était une de ses grandes fiertés, et je dois dire qu'il m'a quand même montré un peu. Il aimait beaucoup les Jaguars. D'ailleurs, il en a possédé quelques-unes. Mais j'ai un peu construit ça moi de mon côté avec des copains. Puis surtout, moi, c'était la grande époque des premières hypercars ou supercars, je sais jamais comment les catégoriser, mais moi, j'ai vu l'arrivée de la F40, j'ai cet âge-là, et la F40, tout comme la Lamborghini Countach, ont été pour les gamins qu'on était, une vraie révolution. On est passé dans un autre monde avec des designs incroyables, des puissances folles, sans doute pas très maîtrisées, mais en tout cas... à l'époque, c'était fou de voir ces voitures. Donc j'ai fait partie des gens qui ont pu voir la F40 en avant-première au Salon de Paris à l'époque. Et j'en garde un souvenir incroyable. Et c'est ça qui a nourri cette passion, parce que c'est vrai que j'ai la chance de pas me lever le matin en me disant que je vais faire un boulot qui va ressembler à celui que je faisais la veille. Tous les jours sont différents, et puis travailler... avec des designers, avec des ingénieurs, voir un peu quel va être le futur de l'automobile. Ouais, c'est une richesse énorme. Moi, je rêvais que d'une chose dans ma carrière, c'était de rentrer dans un studio de design. Parce qu'on voyait ça dans Turbo, ils avaient la chance, on ouvre les ports, on soulève les bâches, on voit les fameux clay modèles. Donc donc à la base, c'était plutôt le design à la limite. C'était le marketing. Le marketing est arrivé après. En fait, c'était ce besoin de voir un peu ce qui allait, voir derrière les rideaux, quoi. Voir l'arrière-scène, quoi. Voir quelles allaient être les voitures du futur. Moi, j'ai suivi pendant des années des blogs où on voyait les fameux spy shots, et c'était ça qui m'animait, c'était de comprendre un peu ce qui arrivait dans le futur, de par mon métier, mais aussi de par ce que j'attendais de l'automobile et de comment elle allait évoluer, qu'est-ce qu'elle allait proposer, quoi.
Ok. Et du coup, ton parcours, effectivement, il est très orienté auto. Tu parlais de Volvo, donc 5 ans chez Volvo, et après près de 15 ans chez Nissan. Ouais. Deux constructeurs importants, deux mentalités différentes, une suédoise, une japonaise. Ouais. C'est aussi différent, il faut basculer, il faut changer son mindset. Oui, et puis effectivement, en plus moi je suis arrivé chez Nissan à un moment clé, c'est-à-dire que c'était le moment où on lançait le Qashqai, et faut voir ce qu'est Nissan avant, avec des véhicules pas très sexy, l'Almera Tino, on parle de véhicules de ce type-là qui faisaient pas rêver grand monde. Il y avait la Micra qui proposait quelque chose d'assez intéressant sur le marché, mais le Qashqai a révolutionné l'automobile, particulièrement en Europe. Où d'un seul coup le SUV avait sa place en ville, et vivre ça au cœur de la machine avec les gens qui ont imaginé Qashqai, qui ont lancé Qashqai. Ça a été une école formidable. Et puis on a vécu des années dingues chez Nissan où les chiffres étaient au vert tous les ans, où tout était possible, où on a pu lancer Juke, où on a pu lancer des voitures folles comme la GTR aussi. J'étais au cœur du réacteur quand on a lancé la GTR. Génial. Ouais. Un moment extraordinaire, lancer une voiture pareille. Je le souhaite à n'importe qui puisse être, qui est dans l'automobile. Renault était dans le capital où il venait d'arriver. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'aujourd'hui on parle beaucoup de Nissan qui coûte de l'argent à Renault, qui coûterait de l'argent à Renault. À l'époque, Renault était très content que Nissan puisse combler les pertes que faisait Renault à l'époque. Ouais. Mmh. Alors ce sont des marques passion, finalement tu les racontes en tout cas avec passion. Et du coup, XPeng, c'est une nouvelle marque. Est-ce qu'on peut retrouver de la passion pour une marque naissante finalement qui n'a pas un historique fort? On parlait de Jaguar aussi, etc. Donc là, il faut repartir à zéro. Ouais, c'est une révolution en fait dans l'automobile, ce qui est en train de se passer, une révolution profonde, puisqu'on est en train de passer d'un monde finalement très analogique à un monde totalement technologique, alimenté par l'IA, et c'est ça qu'on cherche aujourd'hui dans tout ce qu'on fait. On cherche à avoir la dernière télé connectée, le dernier iPhone. C'est ça que les gens veulent. Ils veulent de la technologie. Ils veulent que leur voiture puisse réaliser des choses à la voie, se garer toute seule, conduire toute seule. Tu vas nous raconter ça effectivement après, quand on va parler de la marque en détail. Mais c'est ça que les gens viennent chercher chez nous. Évidemment, la personne qui veut encore que sa voiture vibre, fasse du bruit, c'est sans doute pas chez nous qui va le trouver, mais nous on amène quelque chose d'extrêmement confortable. C'est ce qu'on dit beaucoup de nos véhicules par rapport à toute la concurrence, et d'ultra technologique, avec des mises à jour, avec des fonctionnalités de surveillance, de dashcam, des fonctionnalités où votre animal de compagnie il peut rester dans le véhicule en toute sécurité, l'air est ventilé, renouvelé. Il y a des choses comme ça qui sont assez extraordinaires et qu'on va pas retrouver chez beaucoup de constructeurs. Alors on est déjà allé assez loin dans la marque, mais on va revenir sur tous ces détails parce que il y a plein de choses à dire. Là, on est encore finalement dans ton portrait, et moi je trouve que vous êtes une équipe très très unie. Est-ce que l'amitié professionnelle, c'est important pour toi? Ça se ressent en tout cas. J'ai une chance, c'est que j'ai pu monter mon équipe, puisqu'on a commencé XPeng, on était 2 dans un bureau au fin fond de Boulogne, et on a mis beaucoup de choses en place à 2, puis après à 3, puis aujourd'hui on est plus de 27. Mais j'ai eu la chance de monter cette équipe de A à Z avec des talents extraordinaires dans tous les domaines, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, avec la liberté qui nous est donnée et toute cette expertise, tout ce panel d'expertise que je peux utiliser au quotidien pour justement mettre mes idées. Un bon collaborateur, c'est quoi finalement? Un bon collaborateur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est un vrai expert dans son domaine, et c'est quelqu'un, en tout cas pour ce qui me concerne, avec qui je veux avoir une vraie relation. Moi, je une relation, ouverte, stimulante, mais aussi on va pouvoir se marrer. Moi, je sais d'où je viens, je sais combien de temps ça m'a mis d'arriver là où je suis, et je pense que dans les styles de management, je pense que c'est essentiel d'avoir une relation constructive, positive, et c'est pour ça qu'on y arrive. C'est que on est tous animés par la passion de lancer cette marque, on est tous convaincus de la force de cette marque.
Et ça nous permet, avec la liberté qui nous est donnée, encore une fois, de faire des choses extraordinaires qu'on n'aurait pas pu faire ailleurs, où il y aurait toujours eu quelqu'un qui nous aurait dit « mais pourquoi vous faites ci, pourquoi vous faites ça ?» Et il faut pas faire comme ça, il faut faire comme ci. Ça, je l'ai tellement entendu dans ma carrière qu'aujourd'hui, pouvoir avancer avec des gens qui me disent « super, on adore ce que tu fais, continue », bah c'est parfait, quoi. La liberté dont tu parlais tout à l'heure. Ouais. Et, ce qui contraste avec ce qu'on peut attendre d'une boîte chinoise, d'ailleurs. C'est vraiment, moi, la plus grosse découverte que j'ai fait de ma carrière, c'est de pouvoir avoir ce niveau d'autonomie, ce niveau de confiance aussi de mon management. Ça, pour moi, c'est clé. Alors, par exemple, là, cette année, il va y avoir le salon de l'automobile, le mondial de l'automobile qui revient. Vous allez avoir un stand en tant qu'Xpeng. Ça, c'est un choix, justement, que tu fais, ou là, c'est un choix de la marque d'être dans les grands salons internationaux? Alors, je dois dire que la façon dont on a fait le premier salon de l'auto en 2024, c'était moi qui étais extrêmement moteur avec d'autres personnes qui s'occupent de la région Europe. Parce que les Chinois ont une approche différente du salon. Par exemple, ce qui est très surprenant, mais Xpeng ne lance jamais de nouveautés sur les salons en Asie. D'accord. Donc c'est vraiment purement d'abord une prise de parole auprès des médias qui sont présents sur évidemment les technologies, les choses qui font un peu l'actualité d'Xpeng, et ensuite, je dirais, une démonstration de force sur ce que peut faire Xpeng. C'est pour ça que nous, on est plutôt concentré à faire marcher notre robot Aeron quand on est à Shanghai Motor Show l'année dernière que d'annoncer une nouveauté automobile. Et c'est vraiment un changement de paradigme dans la façon dont on approche l'automobile, où les salons étaient vraiment des plateformes de lancement. Tout ça pour dire que quand on a fait le salon de Paris en 2024, moi j'ai essayé de leur expliquer que même si à l'époque G9, G6 étaient des véhicules qui n'étaient pas forcément nouveaux, etc., pour nous c'était hyper important d'aller à la rencontre du public. Et force est de constater qu'on a eu raison, puisque vraiment, nous, il y a un avant-après le salon automobile de Paris. Puisque d'un seul coup on s'est vraiment retrouvé avec des concessionnaires qui nous appelaient en disant on comprend pas comment vous faites pour nous ramener autant de gens en concession. Nous, on n'avait pas fait grand-chose autre que montrer les produits qu'on était capable de proposer, et puis une grande curiosité des gens finalement. Il y avait tellement d'idées reçues sur l'automobile chinoise encore à cette époque-là, encore en 2024, quand les gens débarquaient sur le stand avec des mots pas très jolis sur encore une nouvelle marque chinoise, je passe les détails après. Ils repartaient, ils étaient choqués en fait. Ils en revenaient pas de ce qu'ils voyaient sur la qualité des matériaux, les assemblages, la qualité de l'interface, et puis voilà, tout ce package où il n'y a pas à faire de compromis sur les équipements qui sont proposés sur la gamme du véhicule. Vous avez les jantes qui sont sur la publicité, le toit vitré qui est sur la publicité, vous avez tout ce qui est dans la publicité, sans aucune frustration finalement de se retrouver à devoir acheter la voiture qui est moins équipée, qui a peut-être des enjoliveurs en plastique. Nous, c'est pas du tout le cas, quoi. Oui, puis 2024, c'était osé d'avoir un stand parce qu'il y avait plus grand monde. C'était un peu le moment, le creux de la vague, où on disait qu'il fallait pas être présent sur les salons, que c'était terminé. Ouais. Comme tu dis, vous avez changé un peu de paradigme. Et là, beaucoup de constructeurs vont revenir finalement en 2026. Tout le monde revient. Tout le monde revient. Tout le monde revient parce que les gens, je veux dire, le dernier 2024 a fait plus de 400 000 visiteurs. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut réunir autant de gens qui viennent, qui payent pour voir des automobiles et qui viennent un peu faire leur marché, soit très, très court terme, soit aussi long terme. C'est important, c'est un endroit parfait pour nous découvrir en fait. C'est pour ça que c'est important aussi de se donner les moyens d'être dans ces shows-là. Et puis peut-être aussi faire attention à ne pas revenir sur ce qu'a pu être le Salon de Paris, où moi je m'en occupais chez Nissan pendant un long moment, où on dépensait des millions, où le retour sur investissement était relativement discutable, parce que c'était vraiment une course à celui qui aurait le plus gros stand et le plus d'écrans et les plus grands écrans. On n'a pas vraiment besoin de ça en réalité. Les gens ils viennent voir des voitures, ils viennent monter dedans, ils viennent éventuellement réserver un essai, et ça c'est une opportunité unique dans la vie d'un constructeur, de pouvoir montrer ses produits à des gens qui ne savaient même pas que vous existiez, quoi. Ouais.
Donc effectivement, l'automobile sera plus au cœur que le décorum. On va revenir sur l'esprit un peu de XPeng. Tu parlais de Xiaopeng, Ouais. qui est le créateur de cette marque, qui était un fabricant de logiciels à la base, tu vas nous raconter son histoire, qui est sino-américain. Ouais. Et qui... Alors, non, pas lui. Pas lui, d'accord. Bon, Lui, il est vraiment chinois. Oui. On a notre Oui. président, effectivement, Brian Gu, qui a fait beaucoup de son parcours aux États-Unis. Ouais. Ok, donc tu vas nous raconter son parcours, parce que oser créer une marque, effectivement, alors qu'il y a tellement de marques qui se créent, comment ça part? Comment elle part cette histoire? En fait, lui, il s'est rendu compte que l'automobile chinoise allait complètement changer parce que faut se rappeler, en plus, il n'y a pas si longtemps que ça, hein, mais on se rappelle sans doute un peu tous de ce qui se passait en Chine il y a 15 ans. On voyait des villes qui étaient dans un brouillard de pollution abominable. Et l'État chinois était plutôt ferme là-dessus, c'est-à-dire qu'ils ont dit ok, maintenant on va arrêter le parc thermique. Donc voilà, on a atteint tel chiffre, il n'y aura plus jamais d'autres de thermiques en plus sur le marché. Donc si vous avez déjà une voiture thermique, tant mieux pour vous, mais il n'y en aura pas pour ceux qui rentrent, les nouveaux entrants sur le marché. Décision politique, quoi, voilà. au départ. Donc ils ont réglé un problème de cette manière-là. Donc évidemment, les Chinois, tous les entrepreneurs se sont dit, il y a un vrai Eldorado vers la voiture électrique. Puisque c'était ça qui allait représenter la majorité des ventes. Aujourd'hui, c'est 50% des ventes, l'électrique en Chine. Hein. C'est un des marchés les plus dynamiques. Si on regarde Volkswagen, qui est un de nos partenaires, c'était plus de 30% de leurs ventes, la Chine, donc c'était quand même pas rien. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça change parce que les marques chinoises ont atteint un niveau où le consommateur chinois se dit que c'est une meilleure affaire, un meilleur rapport qualité-prix que ce qu'il pouvait trouver avant. Est-ce que le fond de l'esprit finalement de la marque, c'est l'innovation? Tu parlais aussi de faire un voyage finalement tranquillement aujourd'hui. C'est quoi le fond de l'esprit de la marque? C'est l'innovation, c'est vraiment, on est face à des gens qui sont des codeurs dans leur état d'esprit. Et c'est pour ça que le software est si important chez nous, c'est pour ça que l'IA a pris une place prépondérante dans tout ce qu'on va proposer. Là, on vient d'annoncer par exemple notre modèle de conduite 100% autonome qui s'appelle le VLA 2.0. Ça, c'est ça que Xiaopeng il a en tête. Au-delà de faire des voitures, c'est vraiment proposer cette conduite autonome. Il y a une sorte de course d'ailleurs qui s'opère avec Tesla, qui est plutôt ouverte et plutôt bon esprit de qui arrivera à proposer cette technologie le plus rapidement sur le marché. Parce que on s'en rend pas compte, mais XPeng est leader dans la conduite autonome en Chine. C'est vraiment une des marques qui a le plus d'avance, évidemment avec Tesla et son FSD. Et c'est pour ça que la réalité, c'est quelle est la marque chinoise qui arrivera, on va dire, avec une solution capable de concurrencer Tesla sur cet aspect-là de l'automobile, qui est clé pas seulement au niveau, évidemment, de XPeng en soi, mais aussi pour les concurrents. Aujourd'hui, Volkswagen en Chine va bénéficier de ce logiciel-là pour pouvoir proposer des aides à la conduite allant jusqu'à 100% autonome sur des véhicules Volkswagen. Donc c'est une vraie... C'est pas que les voitures qui vont intéresser XPeng, c'est également cette proposition d'intelligence artificielle qu'on peut proposer à d'autres constructeurs. C'est le cas aujourd'hui avec Volkswagen. Ok, effectivement, on va revenir sur l'IA incontournable aujourd'hui. Et en fait, cette technologie, l'électrique, finalement, revient. C'est une vieille technologie qui revient. Ouais. Tu disais que c'était finalement la pollution qui, quelque part, politiquement, qui a fait qu'on est passé à l'électrique, ou est-ce qu'il y a d'autres facteurs? Il y a plein de facteurs en même temps. En tout cas, en Chine, je pense qu'il y avait une vraie volonté d'apaiser aussi les villes. C'est d'ailleurs assez bluffant de voir en Chine ce qui se passe dans la circulation, où il y a des 2 fois 8 voies au milieu de Beijing et où il y a quasiment moins de bruit que dans une rue avec un seul sens de circulation à Paris. C'est aberrant. Alors, je suis un peu extrême, mais c'est vrai que c'est fou parce qu'ils se sont débarrassés de toutes les motos bruyantes déjà. On n'a plus que de la circulation douce et ça donne un vrai regard nouveau sur la ville. On est moins agressé quand on marche dans la rue, donc
Effectivement, ils ont, au-delà de la pollution qui s'est drastiquement réduite grâce à l'adoption de l'électrique, puis ce qu'il faut voir aussi, c'est que la Chine a anticipé l'arrivée de tous ces gens qui allaient accéder à plus de pouvoir d'achat, et on ne pouvait pas se dire que ces gens-là allaient passer à l'automobile via du thermique, parce que là, ça aurait été délirant en termes d'impact. Et puis ce qu'il faut aussi garder en tête, c'est que les Chinois... dans leur schéma de réussite, la première chose qui est la plus importante dans leur preuve de réussite, c'est l'automobile. C'est d'avoir une voiture neuve. C'est un symbole fort. Donc aujourd'hui, c'est vrai que, d'ailleurs, des fois, on a des présentations intéressantes. On nous propose des véhicules qui sont en Chine ciblés pour des gens qui vont avoir entre 25 et 35, et où nous, on leur dit, bah non, nous, oui, il va être intéressant, mais c'est des gens plutôt de 45, 55 qui vont l'acheter. Donc c'est encore une fois une approche totalement différente, un marché vraiment très différent. Mais on a heureusement notre mot à dire pour pouvoir adapter les véhicules pour que quand ils arrivent en Europe, ils soient le plus adaptés possible aux attentes du consommateur européen. Ouais, donc ça, c'est très intéressant d'un point de vue marketing, quoi. Ça, c'est une chance, c'est vrai, l'adaptation. Ouais. Et tu vas souvent en Chine, du coup, d'ailleurs, à titre personnel 2 à 3 fois par an, ouais. D'accord. Donc j'ai envie de dire que c'est un peu souvent, parce que c'est des voyages quand même importants. On reste généralement une quinzaine de jours, mais... Ils se rassemblent, tous les responsables se retrouvent et vous voyez les nouveautés, enfin, dans l'esprit de la marque. C'est ça, et ce qui est fou, c'est qu'on y va en gros tous les 4-5 mois et qu'à chaque fois, on voit des nouvelles choses qui n'existaient pas sur 2 voyages avant, quoi, et qui sont dans un studio, et puis l'année d'après, ils arrivent sur le marché. C'est ça qui est fou dans les cycles de développement et de mise sur le marché. C'est la rapidité à laquelle ça va. Mon premier voyage en 2024, on montre la P7 Plus. Quelques mois après, elle est au Salon de Paris et elle commence à être vendue, alors que c'était un mock-up dans un studio quelques mois avant. Donc c'est une vitesse à laquelle n'importe qui vient du monde de l'automobile, on va dire, traditionnel, doit réapprendre le rythme. On n'est plus sur des lancements qui durent des mois et des mois avec du teasing, du spy shot, des choses comme ça. Là, ça va à une vitesse où il faut être prêt pour ça, quoi. Oui, il faut savoir s'adapter. C'est pas fait pour tout le monde. Il faut savoir s'adapter. Ouais. Donc oui, on parlait beaucoup d'électrique. Dans ce sens-là, quels sont les arguments vraiment forts pour que la population, et peut-être notamment française par rapport à d'autres, bascule du thermique à l'électrique ? L'argument, pour moi, le principal, c'est le confort. Aujourd'hui, ce que propose une électrique, c'est de pouvoir rouler en silence. Ce qui est un vrai confort, avec une absence totale de vibration également, avec un couple démentiel et disponible tout de suite. Et c'est ça qui fait que vous rentrez dans une autre dimension de l'automobile. Maintenant, ce qui a également changé ces derniers temps, et particulièrement grâce à Xpeng, c'est la charge rapide. Ouais. Une des grosses barrières pour les gens, c'était évidemment de devoir attendre à la borne sur des longs trajets. Ça, c'est vrai que quand on l'a expérimenté une fois, bon, c'est marrant la première fois, on va se faire un resto pendant que la voiture charge, mais la réalité, c'est que des fois, on aimerait bien que ça aille vite. Donc aujourd'hui, nous, par exemple, on propose une charge de 10 à 80% en 12 minutes, ce qui est presque... Ce qui est stratosphérique par rapport à ce qui se faisait jusque-là. Et ça change tout. Même sur son approche de l'autonomie, parce qu'une des dernières barrières, c'est l'autonomie. Moi, j'ai beaucoup de gens qui viennent me dire vos bagnoles, elles sont géniales, mais moi, je l'achèterai quand elle aura 1000 km d'autonomie. Je ne pense pas qu'on arrivera à 1000 km d'autonomie, en tout cas pas dans un futur proche. Ce qui est sûr, ce qui doit évoluer, c'est le temps qu'on va attendre à la borne. Parce que la réalité, c'est qu'on va s'arrêter toutes les 2-3 heures. La plupart des gens normalement constitués, ils ont un besoin naturel d'aller se dégourdir les jambes, de se remettre un peu en phase. D'ailleurs, c'est même la sécurité routière qui recommande ça. Et donc, si notre voiture, elle peut charger même sur des aires de repos sans station-service, qui sont, moi, mes préférées parce que c'est celles qui sont... souvent les plus faciles, même sur les pics de demande, sont les plus disponibles. Et ben voilà... En 12 minutes, pour le 10 à 80%, c'est réglé. On n'a même pas le temps d'y penser. On fait un petit break technique, on check les emails et puis on est reparti, quoi.
Donc ça, c'est ce changement que les gens doivent intégrer dans leur consommation automobile. Mais c'est ce confort qui va vraiment faire la différence dans votre quotidien en passant à l'électrique. Ok, il faut vraiment tester quoi. Ouais, puis moi je le vois. Sincèrement, j'ai roulé en thermique très longtemps. Il y a des trajets que je fais régulièrement. Où je vais près de Rocamadour plusieurs fois par an. Je ne suis pas autant fatigué quand je le fais en électrique qu'en thermique. C'est certain. C'est pas le même stress pour le corps d'être dans du bruit, dans de la vibration. C'est vraiment, pour moi, c'est une évidence. Mais après, il faut le tester effectivement et s'en rendre compte par soi-même. Ouais. Alors, si on revient sur les chiffres de Xpeng, la date de création, c'est quand ? 2014 déjà. Ouais, 2014, donc l'entreprise en fait toute jeune, hein, on a mis les premiers véhicules 4 ans après sur le marché. Et c'était un moment où c'était facile, c'est bizarre à dire, mais c'était facile de créer des marques automobiles. L'État chinois avait encouragé beaucoup de créations pour justement amener une vraie course à l'innovation et doter la Chine de constructeurs, on va dire, innovants. Et il y avait quelques constructeurs traditionnels, et on arrivait même à un stade où il y a eu 400 marques automobiles en Chine. Wow. Donc, toujours au niveau des chiffres, combien de véhicules Xpeng ont été vendus dans le monde ? 430 000. On a vu une croissance de presque 130% par rapport à l'année d'avant. Waouh, ça fait rêver les Européens. Ça ouais, c'est assez dingue. Ouais, c'est assez dingue. On a donc dépassé ce chiffre fatidique des 300 000 voitures par an qui permet à Xpeng de rentrer dans les startups qui vont perdurer dans le temps. On peut parler de NIO, de Li Auto, et donc c'est un chiffre hyper important effectivement d'avoir permis de dépasser ce 300 000. Et puis évidemment, on prévoit de faire encore mieux cette année. C'est quoi les prévisions d'ailleurs, la courbe ? La courbe, en tout cas, ce qui concerne le marché français, c'est de quasiment doubler nos ventes d'année en année, avec l'arrivée de nouveaux produits qui correspondront encore plus aux besoins des clients. Mais dès lors qu'on aura dépassé le demi-million de voitures en Chine, dès lors qu'on va atteindre notre point de rentabilité, qui est une histoire de mois, si ce n'est de semaines, c'est là où ça sera vraiment... où Xpeng sera totalement intégré dans le paysage automobile chinois. Sachant qu'il reste encore pas mal de voitures, pas mal de marques, pardon, voilà, il y a plus d'une centaine de marques en Chine. Donc la concurrence, elle est rude, et c'est notre boss, hein, et Xiaopeng lui-même, qui disait qu'il y aurait sans doute que 3-4 marques qui survivraient sur le marché, dont nous, évidemment. C'est l'objectif. Mais ce qui est sûr, c'est que oui, le marché va se rationaliser dans les années à venir. Et vous êtes présent sur les 5 continents aujourd'hui ? On est présent quasiment partout, sauf aux États-Unis, évidemment, puisque, comme vous le savez, oui, il y a beaucoup de barrières douanières. Hein. On n'est pas les seuls, d'ailleurs, à en faire les frais. Donc pour l'instant, on est très compétitif en Asie du Sud-Est. On est maintenant en Europe dans 27 pays. L'Europe élargie, et puis on va continuer tranquillement de s'installer. Voilà, on a lancé par exemple le Royaume-Uni, puis tous les pays à conduite à droite, ce qu'on proposait pas jusque-là. Donc voilà, on a été capable d'arriver en Australie, qui a un marché aussi hyper dynamique, et on va continuer en adoptant les produits pour justement répondre aux besoins de ces marchés. Alors si on revient sur les produits, justement, il y a des attributs différenciants que tu as déjà évoqués, non seulement dans la technologie. Alors tu parlais de cette anecdote rapidement, mais on va la reprendre. Les animaux, un animal peut rester dans la Xpeng, le propriétaire peut partir, mais pas d'inquiétude, la voiture peut parler aussi, prévenir les gens de l'extérieur, en disant cet animal n'a pas été oublié. Oui, tout à fait, il y a un message à l'écran, c'est un grand écran au milieu du véhicule, et puis l'air est renouvelé, la température est maintenue, et effectivement, pour pas mal de propriétaires d'animaux, c'est important aussi, des fois, ils peuvent pas amener leur animal dans des endroits, donc autant qu'ils puissent rester dans un endroit sûr, et voilà. Génial, mais la voiture, elle parle aussi, non? Si le passant... Non, elle parle pas. Non, elle parle pas. On n'est pas elle parle pas, mais en tout cas, elle va diffuser un message à l'écran si les gens s'approchent. Après, vous avez également un système de surveillance du véhicule.
et qui va effectivement réagir en fonction de la proximité que vous pouvez avoir avec le véhicule, et jusqu'à justement pouvoir déclencher une alarme si vous restez trop proche. Et puis la séquence est enregistrée, donc vous pourrez la consulter après pour voir ce qui s'est passé sur votre véhicule. Extra, ça c'est important aussi. Ouais, ça a été très utile pour un de nos clients dont le voisin n'aimait pas trop sa façon de se garer, donc il lui a massacré sa voiture à coups de clé. Wow. Et on a reçu il nous a partagé une belle vidéo en nous remerciant de proposer ce service-là. Ah ouais. Et on voit très nettement son cher voisin. C'est inclus dans toutes les Xpeng. Ouais. D'accord. Ouais, tout à fait. Ok. Et si on parle de la signature LED aussi, parce que le LED a bouleversé l'industrie automobile, il y a une très très belle signature très fine chez Xpeng. Qu'est-ce qu'elle représente, le X de Xpeng ou Alors nous on l'appelle le X Robot, puisqu'on a toujours été dans le robot, et aujourd'hui plus que jamais avec Iron, que vous avez sans doute vu marcher. Mais voilà, c'est vraiment ce fascia, cette phase de robot qui nous inspire depuis le départ et qui donne cet effet à nos véhicules, particulièrement sur G9 où vraiment là on a les différents les yeux, on a une vraie séparation, et G6 qui lui a adopté maintenant une signature sur toute la longueur du véhicule, et qui vraiment lui va super bien. Ouais, c'est beau aujourd'hui, c'est vraiment très esthétique, très design. Oui, puis c'est ce que les gens viennent chercher, et voilà. C'est une vraie différence. C'est ce qui permet de montrer que vous conduisez quelque chose de très technologique aussi. C'est ça que les gens ont envie de montrer aussi. Oui, alors justement l'IA, donc centrale aujourd'hui, c'est quoi? C'est une IA qui a été créée par Xpeng, ou c'est une IA importée Non, c'est un vrai, donc ces fameux LLM, les Large Language Models, qui permet justement, via la technologie des caméras, nous on est sur les caméras, de pouvoir faire prendre des décisions aux véhicules en fonction de conditions spécifiques. Donc on a pas mal de démonstrations ces derniers temps, parce que ce qu'il faut voir, c'est que c'est des années de travail en fait, d'accumulation de données. On a des années, l'équivalent d'années d'enregistrement de conduite qui permettent d'alimenter cette IA et de lui indiquer ce qu'il faut faire dans toutes les circonstances en fait. Parce que les circonstances sont sans arrêt changeantes. Un accident, un policier au milieu de la route, on a vu une vidéo comme ça où vraiment la voiture détecte que c'est un policier, s'arrête parce qu'elle avait l'impression que le policier lui demandait de s'arrêter. Donc voilà, on est dans cette technologie-là, dans ce niveau de software où votre voiture va être capable à un moment donné, via ce qu'on appelle les robotaxis, donc qui sont, on va dire, l'itération ultime de ce que peut être l'automobile demain. Ça va être un véhicule qui va vous amener à l'aéroport sans que vous ayez besoin de conduire du tout, et qui va pouvoir rentrer chez vous à la maison et attendre votre retour. C'est des véhicules qui vont vous permettre d'amener vos enfants à l'école sans que vous ayez besoin d'être dans la voiture parce que vous êtes sur autre chose. Et c'est ça qu'il faut voir, c'est que la conduite autonome, c'est pas seulement pouvoir faire quelque chose d'autre au volant, c'est aussi amener ces nouveaux services-là, ou d'avoir une flotte de taxis 100% autonomes qui vont tourner 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et comme on l'a pu le voir avec le projet Waymo à San Francisco, c'est viable, on sait que c'est profitable aussi, donc ça va devenir un business model hyper intéressant pour pas mal de gens. Avec une sécurité quand même, parce que je sais que justement à San Francisco, il y a eu un petit problème quand les feux rouges, quand il y a eu un arrêt total d'électricité, les voitures sont restées au milieu des rues. Ouais, elles se sont arrêtées. Alors effectivement, ça arrive, mais parce que c'est vrai que Waymo, elles sont extrêmement connectées. Nous, ce qu'on propose c'est un modèle d'intelligence artificielle qui va pouvoir s'adapter automatiquement en fonction des conditions. Donc s'il n'y avait pas de feu rouge, la voiture va donc baser sur le code de la route et sur la circulation qui va venir, puisqu'elle a une vision à 360 qui lui permet de prendre des décisions par rapport à n'importe quelle situation. C'est la puissance de l'IA, ça, justement. C'est exactement ça, en fait. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est ce que j'ai expliqué, c'est que la course à la puissance aujourd'hui, elle n'est plus sur les moteurs, puisqu'un moteur électrique, très facilement, on peut lui faire rendre 400 chevaux et tout le monde est content. Et c'est suffisant pour la plupart des gens. Mais c'est la course au calcul, à la puce
Nous, on propose une puce Turing sur nos futurs véhicules qui permettra justement d'exploiter toute la complexité d'une intelligence artificielle comme le VLA 2.0 et donc de proposer un véhicule qui, en tout cas pour ces futurs véhicules, pourront évoluer jusqu'à la conduite 100% autonome. Est-ce qu'on pourra converser avec sa voiture comme le faisait David Hasselhoff avec K2000? Parce que comme vous faites des robots à côté, j'imagine qu'il y a des discussions. Ouais. Est-ce que ça va être le cas aussi avec sa voiture? On pourra échanger, apprendre des choses? C'est marrant cette analogie avec K2000. C'est presque ça, hein, parce qu'aujourd'hui, Nixpeng vous permet de contrôler... je dirais 90% des fonctionnalités de votre véhicule et donc de demander d'ouvrir des vitres, de changer la température. Voilà, c'est aussi ça qui est nouveau dans ces voitures-là. On nous reproche souvent qu'il n'y ait pas de boutons, mais en réalité, pourquoi avoir des boutons dès lors qu'on peut contrôler à la voix? Et voilà, moi, ma voiture, tous les jours, c'est la même routine. Je lui demande de me mettre la radio, de mettre telle température, de déclencher le volant chauffant si je ne l'ai pas préprogrammé. Et ça, moi, j'ai pas d'interaction autre avec ma voiture que par la voix. Et une fois qu'on s'y est mis, en plus ça marche tellement bien que franchement c'est impossible de revenir en arrière. Alors au début ça surprend un peu les gens que vous pouvez amener dans votre voiture, mais ils comprennent vite le truc parce que par exemple dans mon G9, quand vous êtes à l'arrière, vous pouvez demander un massage et elle sait que c'est la personne à l'arrière droit qui a demandé le massage. D'accord. Donc voilà, on s'y fait très vite et on passe des bons moments. Ouais, c'est une vraie expérience. À converser, ouais. Une vraie expérience. Et on parlait de batterie du coup parce que tu disais que le moteur finalement c'était facile de faire une voiture de 400 chevaux, etc. Est-ce que c'est des batteries Xpeng? Il y a des différences aujourd'hui? Quelle est votre force pour être en 12 minutes remplir ces batteries, quoi? Nous, on s'appuie sur des constructeurs de cellules, des fabricants de cellules, pardon, qui sont plutôt connus. Hein, et nous, notre rôle, c'est de concevoir une batterie qui soit le mieux intégrée dans la voiture. Donc nous, on design nos batteries, on va dire l'enveloppe de la batterie, les cellules à l'intérieur, c'est pas c'est vraiment un savoir-faire à part. Et d'ailleurs, à part BYD, il n'y a pas grand monde qui fait des batteries soi-même. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est vraiment optimiser pour que vous ayez ce confort. Par exemple, sur la nouvelle P7+, on propose une des batteries les plus fines du monde. Donc, on a sélectionné des cellules qui étaient les plus compactes possibles pour pouvoir éviter cet effet qu'ont trop souvent les voitures électriques, c'est-à-dire ça remonte un peu, évidemment, comme vous avez une batterie qui souvent peut atteindre plus de 15 cm, évidemment, ça remonte tout autant vos genoux dans la voiture. Donc nous, on fait tout pour qu'elle soit le mieux intégrée au châssis, le mieux protégée, et qu'elle permette aussi d'avoir suffisamment de profondeur pour les jambes. Mais du coup, les autres constructeurs ne peuvent pas forcément profiter de ces batteries. Vous avez une sorte d'exclusivité parce que tout le monde ferait la même chose sinon, non, pas vraiment. En fait, nous, ce qui se passe, c'est que déjà, on a misé sur nos dernières gammes sur le LFP qui permet de maintenir un prix très accessible sur nos véhicules. C'est un très bon compromis, le LFP. Après, voilà, on peut rentrer dans le détail technique, mais aujourd'hui, c'est ce qui propose le meilleur rapport qualité-prix, on va être clair. Nous, ce qu'on propose qui est vraiment unique, c'est des batteries, des cellules 5C. Donc, ils vont pouvoir prendre 5 fois le cycle de leur puissance. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à des puissances de recharge qui nous permettent d'atteindre ce 12 minutes, qui vont sur G6 à 450 kg, à plus de 500 kW même sur G9. Et ce qu'il faut garder en tête, c'est que ces batteries, elles permettent aussi de charger très vite sur des bornes qui sont moins puissantes. Parce que souvent, on nous oppose « Ouais, mais les bornes de 550, elles n'existent pas encore. » Oui, mais en fait, c'est pas grave parce que vous allez pouvoir faire la comparaison sur une borne à 150 kW. Votre voiture, votre G6, il va charger à 150 tout le long de la charge. Alors que pour ceux qui ont des véhicules qui chargent jusqu'à 150 ou 170, 180, ils vont charger quelques minutes à 150 ou 180 et puis après ça fait que descendre. Donc ça aussi c'est un bénéfice en termes de temps parce que vous allez attendre 50% de moins facilement à la borne et ça c'est un vrai confort. Est-ce que l'approche finalement marketing qui est le cœur de ton sujet, c'est toujours de mettre un client finalement au volant pour qu'il découvre, qu'il vive une expérience, qu'il découvre le véhicule de cette manière-là? Ouais, c'est hyper important parce que c'est ça qui vraiment transforme. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a une norme
dans l'automobile, c'est que sur un essai, en tout cas sur 3 essais, normalement on fait une vente. Donc c'est important puisqu'en fait, ce qu'il faut réaliser, c'est que la personne qui fait la démarche d'aller en concession, elle a déjà en tête, on va dire, 3-4 marques qu'elle va considérer. Donc nous, on fait tout, effectivement. D'ailleurs, on incite énormément nos partenaires, nos concessionnaires, à sortir des showrooms, à aller partout où ils peuvent, dans des événements, pour que justement les gens puissent découvrir les véhicules, les essayer, parce que on va pas s'en cacher, le trafic en concession a considérablement baissé avec les années, puisque les gens sont beaucoup plus informés, ils savent beaucoup plus ce qu'ils veulent. Avant, on allait voir 10 concessions avant de se faire un avis. Maintenant, il y a même des cas où les gens ils viennent, ils savent tout ce qu'ils doivent savoir sur le véhicule en termes de remise, de prix, de configuration. Ils ont déjà leur papier, ils disent moi je veux ça à ce prix-là. Et puis ils n'ont même pas été voir d'autres marques. Donc c'est là où il faut qu'on soit prêt à ça. Il faut aller à la rencontre des gens et leur faire essayer les voitures à tout prix. Ouais. Alors tu parlais du réseau des concessionnaires. Je me souviens, il y a 1 an, il y en avait 40. Je crois qu'il y en a 70. Et alors 100... ça a même déjà changé puisqu'on on a quasiment atteint 85. Là, wow. Voilà, on vise 100 concessions en France d'ici la fin de l'année. 100 en général, c'est un peu psychologique, c'est-à-dire qu'on est à une demi-heure d'une concession quasiment. Ouais, on va dire plutôt 45 minutes n'importe où en France, mais 100, c'est un chiffre important. Ouais. Et puis, ce qui est important, c'est aussi pour nos utilisateurs qui puissent retrouver effectivement un Xpeng pas loin de chez eux pour entretenir leur voiture, pour le quotidien en fait, hein, parce que c'est ça aussi que les gens sont venus chercher chez nous, c'est cette approche finalement assez traditionnel du concessionnaire qui vous vend la voiture mais qui l'entretient, qui vous aide, qui vous la met en main, qui prend le temps, qui est à vos côtés, que vous pouvez appeler quand vous avez besoin. Donc, ça c'est une vraie différence par rapport au concurrent direct qui est peut-être Tesla. On va en toucher un mot, qui lui a son propre réseau de A à Z, mais donc peu de concessions en France. Vous, c'est l'approche traditionnelle. Oui, parce que Tesla a bien optimisé son modèle là-dessus, mais ça leur a pris des années d'en arriver là. Et nous, on n'a pas le temps. Okay. Et puis pour avoir travaillé dans une partie de ma carrière chez VinFast sur justement un modèle de vente directe, c'est très très compliqué. On pourrait faire un autre podcast sur ce sujet-là parce que vendre en direct de l'automobile, c'est pas pour rien qu'il y ait autant de groupes talentueux qui s'en occupent, parce que c'est pas notre métier. Notre métier, c'est avant tout de proposer des voitures et du software qui va répondre à vos besoins tous les jours, quoi. Vendre, c'est autre chose. Ouais. On revient sur les voitures, justement, la gamme. Donc, c'est le G6, un SUV coupé, le G9, un grand SUV, et la P7 Plus, qui est la nouvelle. Qui arrive au moment où on se parle, en concession, effectivement, avec notre nouvelle berline. Plus fastback. Exactement. Donc 3 véhicules pour l'instant. Ouais, 3 véhicules et puis d'autres qui arriveront au moment du Salon de Paris, auquel on sera présent. Donc il y aura quand même des lancements au Salon de Paris. Ouais, bien sûr, bien sûr. Okay. Avec des véhicules qui vont venir compléter notre gamme et qui vont encore plus nous permettre d'opérer sur le marché français. Dans le cœur du marché, ouais. G et P, ça a une signification? G6, G9? Non, c'est l'appellation les G, c'est les SUV, les P, c'est les berlines, mais c'est et X, c'est les MPV. Non, c'est une appellation plutôt générique qui n'a pas de signification. Et la P7 Plus donc arrive en concession incessamment. Oui, je pense qu'au moment où ça sera diffusé, la voiture sera présente en concession. On l'attend incessamment sous peu là. Ok. Est-ce qu'il y a une ambition sportive Formule I? Il y a une écurie qui est Kiro Race en Formule I. Est-ce que le sport automobile a un attrait pour la marque Xpeng ou pas particulièrement? On aimerait, mais c'est vrai que c'est pas dans l'ADN des marques chinoises, le sport auto. On le voit bien, il n'y a pas vraiment de marque chinoise présente en Formule I. C'est pas trop dans leur culture. On a une autre problématique, par exemple, c'est de faire des voitures, des versions sportives de nos voitures. Aujourd'hui, il y a très peu de constructeurs chinois qui proposent ça. Et Xpeng est tellement dans la tech que ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui lui parle pas. Donc évidemment, nous, en bon Européen convaincus du truc, on leur explique que
C'est aussi ça qui rend les véhicules plus désirables, avec des versions sportives que les gens vont pas forcément acheter, mais en tout cas qui montrent une image de puissance. Et en même temps, est-ce que c'est pas aussi un peu le monde d'avant, cet aspect-là? Donc aujourd'hui, il y a zéro projet évidemment d'aller en Formule I, c'est pas du tout dans nos plans ni dans nos envies. Mais si on pouvait avoir des modèles un tout petit peu plus, on va dire, dans l'esprit de ce que peuvent proposer des constructeurs allemands, justement, avec ce côté très sportif, nous, on serait pas contre. On pense que ça nous permettrait d'attirer peut-être des gens qu'on n'arrive pas à attirer encore aujourd'hui. Ouais. D'accord. Et dans le plan produit, sans le dévoiler, parce que j'imagine qu'on ne peut pas en parler, est-ce qu'il y a des cabriolets, des petites versions coupées, ou justement c'est le monde d'avant, tout ça? C'est un peu ça. C'est que c'est des véhicules qui sont pour tous les constructeurs devenus très difficiles à rentabiliser, même impossibles. Et bien sûr, on aimerait proposer des véhicules plaisir, passion, comme ça, mais aujourd'hui, il faut qu'on soit pragmatique, faut qu'on réponde à des besoins beaucoup plus importants. Proposer un véhicule dans le fameux segment C, le segment justement dans lequel Qashqai peut évoluer, ou même si on doit le citer, le Renault Scénic, pour comparer à un vrai électrique. C'est plutôt ces segments-là aujourd'hui qui sont les plus importants. Après, je pense que après un certain temps, pourquoi pas effectivement se laisser la place sur des véhicules plaisir, mais c'est pas encore le cas. Tout comme aujourd'hui, XPeng fait pas de concept car. Ouais, c'est pas dans l'esprit. On n'est pas chez des constructeurs traditionnels qui ont un peu ces habitudes-là, ou ces phases-là. Je discute souvent avec des designers français qui sont chez XPeng. Ils adoreraient faire des concept cars parce que c'est vrai que c'est pour eux c'est un peu l'apogée, quoi. Mais c'est pas dans l'esprit. En plus ça va tellement vite de lancer les voitures chez nous qu'en réalité des fois aussitôt qu'il est dessiné, il est déjà en ingénierie, et on n'a même pas le temps de le montrer un concept car qu'elle arrive sur le marché. Donc c'est réapprendre un peu comment on lance des véhicules, où on n'a plus toutes ces phases effectivement de préparation qui prennent du temps. Ça va tellement vite qu'en fait on n'en a même plus besoin, quoi. Bon, génial. Alors maintenant on va passer à des petites questions courtes, un peu punchy. Vrai ou faux? Ouais. Est-ce qu'il faut vivre sur les chapeaux de roue? Oui, il faut aller vite, il faut pas perdre de temps, parce qu'on vit dans un monde qui va très vite, où tout est encore plus facile grâce à l'IA. Ça y est, on est tous en train d'en utiliser dans tous les sens pour faire des images, du texte, et bientôt dans les voitures. Donc ouais, il faut dépoter, ouais. Faut rentrer. Ouais. Il ne faut jamais dépasser la ligne jaune. Moi, c'est un peu à l'encontre de ce que j'insuffle, en tout cas chez XPeng. C'est ce qu'on disait. Parce que si on doit rester... après, je veux pas... dépasser la ligne jaune, ça peut être de l'illégalité. C'est pas mon point. C'est juste qu'il faut savoir... contourner les idées reçues, et puis justement tous ces gens qui ne murmurent plus à notre oreille pour nous dire bah non, faut pas faire comme ci, il faudrait faire comme ça. Bon bah ça, on a la chance de pas le vivre, et du coup de pouvoir effectivement traverser peut-être des lignes jaunes qui auraient été dans des entreprises. Ce qui est sûr, c'est que l'expérience que j'ai à travers plusieurs entreprises, ce qu'on a fait aujourd'hui chez XPeng, j'aurais jamais pu le faire ailleurs. Ça aurait été impossible. Il y aurait toujours eu des gens pour nous dire non, faut pas faire comme ça. Ça va peut-être rejoindre le troisième point. Il faut savoir prendre les bons virages dans la vie. Effectivement, tu as pris le virage de l'électrique. Est-ce que c'est le bon virage? J'ai l'impression. Oui, c'est le bon virage. Moi, j'ai toujours été convaincu. Puis ce qu'il faut se dire, c'est que c'est génial de conduire de l'électrique. Enfin, les gens ont l'impression qu'ils vont souffrir en conduisant de l'électrique. C'est tout le contraire. C'est hyper plaisant. Quand on a besoin de puissance, elle est là. Donc non, c'est... Pour moi, le virage de l'électrique et puis de toutes ces technologies, c'est sûr que c'est l'avenir de l'automobile aujourd'hui. Il n'y a pas de question là-dessus, quoi. Alors, on veut savoir, quelle était ta première voiture? Alors, j'ai eu une Renault 21 qui était l'ancienne voiture de fonction de mon père. Une R21 beige, la tricorne dans toute sa splendeur, la cousine de la Nevada, mais qui était fabuleuse parce que ça me permettait d'emmener mes potes en vacances avec...
plus de bagages qu'on en avait besoin, donc c'était une super voiture. Bon diesel à l'ancienne. La plus incroyable, alors j'ai entendu F40 tout à l'heure, est-ce que ce serait celle-ci? La plus incroyable, oui, la F40, elle restera toujours dans mon cœur, mais celle que j'ai eu la chance de conduire à pas mal de reprises, c'est la Nissan GT-R. C'est une voiture tellement fantastique, la R35, c'est fabuleux. Et j'ai pu la conduire dans des conditions extraordinaires sur des circuits. Et c'est là aussi où on change un peu ou en tout cas, moi, j'ai changé ma perception de l'automobile. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai pu conduire vraiment sur circuit avec des instructeurs, j'ai plus eu besoin de conduire vite ou de conduire pas comme il fallait sur route ouverte, parce qu'en fait, jamais on peut retrouver ces sensations-là. Donc, autant laisser les aides à la conduire, vous assister et puis se faire plaisir sur circuit quand on en a la possibilité. Ouais. C'est là où ça se passe en fait. Du coup, si tu as fait les deux, c'était plutôt conduite ras du sol ou en hauteur? Ou les deux, du coup? Moi, les deux me conviennent. Après, je suis grand, donc c'est sûr que monter dans une supercar, c'est un défi des fois. Ça peut prendre plusieurs minutes même de réussir à faire passer une jambe. Mais oui, donc plutôt les SUV, moi, ça me va bien. Hein. C'est quelque chose qui, au quotidien, est très bien. Ouais. Épicurien ou raisonné? Ouais, plutôt un peu des deux. Je me limite pas, mais un peu des deux en fonction des moments. Ouais. Et dans tes bureaux, est-ce qu'il n'y a pas un bruit ou au contraire il y a de l'effervescence? Moi j'aime bien quand il n'y a pas de bruit. Ah bon, d'accord. Mais parce que c'est vrai que être capable de se concentrer, c'est compliqué, surtout dans le monde dans lequel on vit. Mais ça bouge beaucoup. On ne sait pas à quoi vont ressembler nos journées chez XPeng. Il y a toujours quelque chose de nouveau, une annonce nouvelle qu'on n'avait pas forcément vu venir sur des nouvelles technologies, des nouveaux partenariats. Donc tous les jours, c'est grisant et c'est ça. On s'ennuie pas et puis on est toujours en train de tout monter. Hein. À côté de nous, il y a l'équipe de développement réseau qui signe à tour de bras des partenariats. On a la prévente aussi qui a plein de choses à mettre en place. Les ventes aussi qui font face à un problème un peu particulier, puisqu'on a un problème de ressources, en tout cas de supply, comme on dit, puisqu'en fait, on a du mal à fournir la demande en réalité. Quoi. On a tellement été, on va dire, bon père de famille dans la prévision de nos volumes, on n'a pas stocké comme des dingues sur les ports, qu'aujourd'hui, tout ce qu'on propose à nos concessionnaires dans un premier temps est immédiatement vendu. Et donc, on est en flux tendu pour essayer de répondre à la demande. Et puis, notre usine en Autriche aussi est toujours, on va dire, en ramp-up de production. Et on a un peu de mal à fournir la demande, en fait. Donc, c'est un bon problème. Hein. Ouais, c'est un bon problème. Mais c'est vrai que c'est frustrant. On aimerait bien être capable de raccourcir encore plus nos délais de livraison. Surtout sur des versions hyper populaires comme nos Black Edition. Qui fonctionne encore plus que ce qu'on avait pu imaginer de plus dingue en termes de volume. Donc, voilà. C'est un joli problème, effectivement. Mais... C'est des problèmes qu'on souhaite à tout le monde. Ouais. Ouais, c'est sûr. Ouais. Quel est ton cri du cœur quand tu es énervé, ou un moteur casse si tu étais sur circuit? C'est quoi ton insulte? Comment tu réagis dans ces cas-là? Je vais pas la dire pour pas mais bon, moi je viens de banlieue, donc j'ai des termes un peu avec des mamans, tout ça qui peuvent venir. C'est plutôt ça. Donc je la dirai pas par respect pour les auditeurs, mais voilà, c'est pas une très belle insulte. Ok. Et finalement, la petite anecdote là dont on pourrait parler, est-ce que cet envol des ventes dont tu parlais, est-ce que finalement c'est pas grâce aussi un peu à Elon Musk qui a fait un peu n'importe quoi avec sa marque au bon moment pour vous finalement, et vous êtes sur un positionnement égal et ça vous a donné un boost fort? On nous pose beaucoup cette question. Ouais. Je pense qu'il y a un effet, mais moi ce que je pense c'est que en fait, pendant des années où Tesla a pu croître et a proposé des produits comme le Model Y par exemple, hein, qui est encore aujourd'hui, hein, j'ai vu la voiture électrique la plus vendue dans le monde,
Vous aviez raison en fait d'acheter une Tesla il y a encore quelques années parce que il y avait le réseau de charge, c'est des véhicules qui sont efficients, qui sont conçus pour être électriques, où le software est au cœur du véhicule, et il n'y avait pas de concurrence en fait. Moi, mes potes qui ont acheté les premières Tesla, quand ils m'ont montré ça, moi j'étais chez Nissan, j'ai pris une baffe énorme. Mais les choses ont quand même considérablement changé depuis. Puisqu'aujourd'hui, Xpeng par exemple, et d'autres, mais pas tant que ça finalement, proposent des véhicules qui peuvent vraiment être une alternative à Tesla. Donc au-delà du fait qu'il a dû perdre des clients effectivement avec son attitude, nous, on a surtout apporté un choix supplémentaire aux gens qui, par exemple, aujourd'hui, on le voit, il y a pas mal de Model 3 qui vont revenir, de clients Model 3 qui vont revenir sur le marché. C'est sûr qu'aujourd'hui, aller voir la P7 Plus ou des gens qui avaient une Model S, ça peut vraiment les intéresser parce que ça amène quelque chose... en tout cas qui charge beaucoup plus vite que ce qu'ils pouvaient voir jusque-là. Et le réseau Tesla leur manquera pas forcément, parce qu'ils pourront toujours y accéder, mais aujourd'hui il y a des bornes partout. Ce qui n'était pas le cas à l'époque où Tesla a eu ce boost, surtout post-Covid. Donc voilà, aujourd'hui... on a une alternative intéressante à Tesla et on n'est pas là pour... on nous disait beaucoup Tesla killer, etc. Nous, on essaie de se battre là-dessus parce qu'on est là pour tuer personne. Et ce qui est intéressant, c'est d'amener des produits qui n'existaient pas sur le marché jusque-là et qui amènent quelque chose de nouveau pour les gens qui s'intéressent à l'automobile très, très technologique. Ok. Très clair. Est-ce que tu as un objet? Tu sais, je te posais la question de savoir si tu avais un objet symbolique à amener. Est-ce que tu en as un du coup? Alors j'ai longtemps réfléchi. En fait, c'est ma femme qui m'a donné la solution. Donc, cet objet, le voici. C'est un Laserman. Oh. Le Laserman, pour les gens qui sont un peu experts, c'est donc un couteau multifonction, on va dire. Parce que moi, je me suis toujours revendiqué couteau suisse. Mais en réalité, j'ai jamais voulu le prôner parce qu'un couteau suisse fait beaucoup de choses pas très bien. En revanche, le Laserman, c'est un outil qui est beaucoup utilisé dans l'événementiel, comme tu le sais. Et il fait tout très bien. Et donc, c'est un objet qui me correspond bien parce que je me vois un peu comme ça avec tout ce que j'ai fait dans le marketing et dans ma vie. Je ne vais pas dire que je fais tout très bien, mais en tout cas, j'ai un panel on va dire, d'expérience qui me permet d'aller, en tout cas, de mettre en place des choses qui fonctionnent. A priori, en tout cas, dans ce qu'on peut voir dans l'essor d'Xpeng. Ça a plutôt bien marché. Donc ce Laserman qui est toujours avec moi, il est toujours dans mon sac à dos. Il me sert tout le temps. J'ai libéré des gens d'un ascenseur récemment avec ce Laserman. Ah oui. Il est pour moi un objet qui me correspond très bien. Ouais. Ok, c'est sympa. Merci Thomas Rodier d'avoir répondu aux questions de notre podcast à 300 à l'heure. C'était un grand plaisir pour toute l'équipe de te recevoir. Donc nous avons vraiment découvert l'homme passionné que tu étais, cette marque Xpeng, qui fait partie des nouvelles marques qui vont exploser, je pense, au 21e siècle, avec une nouvelle philosophie, une nouvelle vision comme on l'a vu, des nouveaux produits, une stratégie marketing différente. Merci à l'équipe de Trajectoire Média, Nicolas, Eva, Pauline, Mathéo et Régis pour le travail effectué en amont et qui ont permis la réalisation de ce nouvel épisode du podcast à 300 à l'heure. Merci aux équipes techniques, comme d'habitude, de notre studio partenaire Sonacom. Merci de suivre Trajectoire Média sur Instagram, sur Spotify, sur YouTube et sur toutes les bonnes plateformes dans lesquelles s'insère notre podcast à 300 à l'heure. Et mettez des commentaires, c'est important pour nous. À 300 à l'heure se termine et cette vitesse, comme vous le savez, c'est uniquement sur les circuits. Sinon, soyez prudents et faites attention aux autres sur les routes. Une vie, c'est sacré. Merci Thomas.